en ce vendredi. Emmanuel Macron est-il dans la provocation permanente? Petite phrase sur petite phrase, est-ce de nature à tendre la situation encore un peu plus à la veille du 15e week-end de mobilisation des Gilets jaunes? On en débat avec nos invités du jour. Nadia Hay, bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche des Yvelines, membre de la commission des finances de l'Assemblée. Laurent Saillet, bonjour. Porte-parole des Républicains. Patrice Bessac, bonjour. Bonjour. Maire communiste de Montreuil. Et Jean-Marie Villain, bonjour. Bonjour. Maire les centristes de Viry-Châtillon. Est-ce plus fort que lui? Vous allez nous répondre. À croire qu'il ne résiste pas à distribuer les bons et les mauvais points, Emmanuel Macron signe une nouvelle petite phrase dont il a le secret, cette fois dans le collimateur, les partenaires sociaux et leur échec sur la question de l'assurance chômage. On vient d'avoir un exemple de vraie vie et négociation sociale. On dit aux partenaires sociaux, trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsables. Comme c'est difficile, elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour dans le pays, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit bon monsieur c'est dur, reprenez-la. Nadia Hay de La République En Marche, est-ce que c'est vraiment l'heure de lancer des petites phrases, de faire un peu de provocation dans un contexte social qui est aussi tendu ? Moi, je ne vois pas son intervention comme étant une provocation. Il met juste en évidence un exercice qui est très difficile, qui est celui de trouver des solutions à une problématique extrêmement complexe, qui est celle de l'assurance chômage. Et donc, je ne vois pas du tout de provocation. Il y a un ton, il y a une manière de s'exprimer, vous le savez. Il y a un ton, il y a une manière. Il a sa personnalité. Il le fait aussi en tant qu'homme. Il est aussi, il s'exprime en tant qu'homme. Il s'exprime aussi. Il exprime un avis, une opinion, et il le dit comme il a envie de le dire. Enfin, je ne vois pas là le terme provocation. Pour moi, est vraiment pas du tout adapté. Pas du tout adapté, Laurent Saillet, le terme de provocation. J'ai l'impression qu'il y a le monde macroniste et puis il y a le reste du monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez l'impression que ce que dit Emmanuel Macron n'est pas compris comme il devrait l'être. Mais en tout cas, c'est une provocation, puisque les syndicats l'ont ressenti comme tel et bon nombre de Français. Moi, je me suis dit, Emmanuel Macron n'a rien retenu de la crise des Gilets jaunes. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que justement, il avait fait preuve d'une très grande arrogance. Excusez-moi, je vais juste finir si vous permettez. Très bien placé pour en parler chez les Républicains. Alors qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, il a fait preuve d'une très grande arrogance, ce qui a maintenu les gens dans la rue, alors qu'il a appelé les syndicats à la rescousse au mois de décembre, lorsque ça a tangué fort, et qu'il leur a dit « venez m'aider à résoudre la crise dans le pays ». Aujourd'hui, à nouveau, il repart sur sa position de mépris pour les corps intermédiaires, avec la même façon qu'il a méprisé les élus locaux et tout ce qui constitue la France. Vous savez, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il a tout détricoté. C'est-à-dire que la France, elle fonctionne avec des syndicats, avec des corps intermédiaires, avec des élus locaux. Et lui, il a l'impression que c'est lui le président face au peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, à nouveau, il se met face au peuple en niant la responsabilité et l'intérêt des syndicats. La forme, justement, elle peut heurter, elle peut choquer les partenaires sociaux et les syndicats. Regardons justement ce tweet de Laurent Berger, qui n'est pourtant pas l'un des opposants les plus acharnés au chef de l'État, mais qui a réagi. Monsieur Emmanuel Macron, et si la démocratie ne passait pas par des petites phrases polémiques ou médias interposés, nul doute qu'elle fonctionnerait mieux dans notre pays. C'est votre avis, Patrice Bessac ? Oui, c'est mon avis. Dans l'Antiquité romaine, il y avait une expression qui disait « Zeus aveugle et frappe d'orgueil ce qu'il veut perdre ». Et j'ai aujourd'hui l'impression que le président de la République est tellement enfermé en lui-même dans cette espèce d'envie d'être lui-même, cette assurance qui se prend en permanence les pieds dans le tapis et qu'on est passé dans une sorte de gouvernement du clash, de gouvernement Twitter, où il semble que la seule chose vraiment importante soit être de passer dans les médias d'information en continu ou dans la presse du lendemain. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est incapable d'écouter. Les Français ont besoin d'un peu de tendresse. Et ils ont besoin, à mon avis, que le président de la République dise « Bon, on s'apaise, on arrête, et on va prendre le temps d'une écoute véritable. » Moi, aujourd'hui, je ne sens pas cette sincérité. Vous voyez, on voit à l'image, j'ai participé à cette réunion, et j'avais l'impression... Devant les maires de banlieue. Moi aussi, j'y ai participé. D'heures et d'heures
où ça parle, mais où finalement on se sent pas véritablement écouté. Oui, alors, et je crois que les Français la majorité, je vous donne la parole dans un instant, la majorité, vous venez d'en témoigner, dit, et le gouvernement notamment, dit, c'est un constat, on a voulu provoquer personne, c'est un constat, c'est exactement ce que vient de nous dire le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Je ne crois pas que le chef de l'État veuille viser les partenaires sociaux. Le chef de l'État a fait un constat. Ce constat était qu'après des mois et des mois de discussions, de négociations, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est un fait, c'est dommage, je le regrette. Moi qui suis un défenseur de la démocratie sociale, un défenseur des corps intermédiaires, je trouve que c'est dommage. Mais à partir de ce moment-là où le constat est fait, après il faut aller plus loin, puis les choses vont avancer. Il minimise un petit peu la portée de la petite phrase. Est-ce que ce service après-vente d'un ministre du Président vous convainc, Jean-Marie Villard ? Non, ça ne me convient pas du tout, de toute façon. Je suis ni convaincu, et ça ne me convient pas non plus. Ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps à faire des clashs, à essayer de rattraper le clash, à faire un nouveau clash, à essayer de rattraper un nouveau clash. À chaque fois, on est dans cette situation. Moi, je ne sais pas si c'est intentionnel. Vous parliez tout à l'heure, c'est son caractère, c'est sa façon d'être d'homme. Moi, je préférerais qu'il soit président de la République. Il a été élu pour ça. Il n'a pas été élu parce que... Un président, il doit nommer les choses aussi, oui, après tout. Il doit nommer les choses. La seule chose, c'est que lorsque l'on demande aux partenaires sociaux de travailler sur un sujet, on ne leur donne pas la réponse au sujet avant même... Ça, c'est le fond, et on va en parler. Exactement, avant même que l'on commence à négocier. Donc, en gros, on leur a dit, voilà, c'est ça où vous devez arriver, et maintenant, allez négocier. Ça devient compliqué quand même. Mais justement, Nadia, on sait que ce que reprochent beaucoup les Français, pas seulement les opposants politiques, au chef de l'État, c'est son manque d'écoute, son arrogance. On a l'impression que peu importe les critiques, il continue son cap et il n'écoute pas vraiment parce qu'en fait, tout simplement, et c'est très clair, le constat est clair, on va à chaque fois aller chercher une phrase qui va être complètement sortie de son chercher, mais le on président va aller de la la République, chercher. il sait comment ça fonctionne. On va aller chercher il sait qu'il s'exprime phrase publiquement. On va chercher une phrase sortie complètement de son contexte et on va en faire et on va la faire résonner sur tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, et on va lui donner justement lui coller cette image qui est finalement pas la sienne. En tout cas, on lui connaît pas, nous, cette personnalité d'une personne qui méprise, qui n'est pas à l'écoute. Il a su le montrer. J'ai également assisté à la réunion auprès des élus politiques de la ville et du milieu associatif. On ne peut pas dire que c'est un président qui n'est pas à l'écoute. Il a multiplié cet exercice-là qui est inédit en France, qui est justement un président de la République à l'écoute des élus et des Français. Vous ne pouvez pas reprocher qu'il n'a pas été élu. Que fait-il de cette écoute ? Ces petites phrases, c'est justement ces petites phrases qui sortent un peu de leur contexte, qui trouvent là aussi, qui alimentent les fantasmes de tous les partis politiques, des opposants politiques de tous bords. On a ici un exemple sur ce plateau, et on va en faire, et on va en faire, et qui vont trouver une caisse de résonance, l'ensemble de la classe politique aujourd'hui française d'opposition. Donc là, moi je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter. Il faut vraiment, on est à une heure très grave et qu'il faut réfléchir et qu'il faut apporter des solutions aux problèmes des Français. Il faut arrêter d'aller chercher les petites phrases, et je veux que l'opposition aujourd'hui joue son rôle d'opposition et qu'elle soit constructive. Laurence, ça y est, vous répond. Si vous permettez, vous dites qu'on va chercher les petites phrases. Et oui. On n'a pas été chercher cette phrase puisque volontairement, il l'a dit devant la presse. Par ailleurs, pas devant la presse, devant les présidents départementaux réunis à l'Élysée. C'était filmé, j'imagine. Non, c'était pas filmé en l'occurrence. La preuve, vous avez vu qu'on n'a que le son, mais en tout cas que ça pouvait sortir. En tout cas, c'est pas une conversation entre deux personnes dans son bureau. Rappelez-vous de la phrase, vous savez, le pognon de dingue. Cette petite vidéo qui a été justement diffusée par sa responsable de la communication. Oui. Vous vous rappelez ce faux off qui a été diffusé ? C'était pas devant les journalistes. C'était pas devant les journalistes. Mais qui a décidé de diffuser cette petite vidéo, madame ? C'est bien sa responsable de la communication. Mais c'est ça qu'il faut aller chercher. J'aimerais bien finir, à chaque fois je vous laisse finir. Est-ce que donc vous assumez aussi cette phrase, le pognon de dingue ? Moi, j'assume rien du tout. Les pauvres qui restent pauvres. Donc vous savez, ces petites phrases, non seulement il les dit, mais en plus, il les diffuse et il les fait diffuser volontairement. Ne dites pas qu'on va chercher les choses, c'est son jeu, il adore ça. Mais après, moi, écoutez, je vous donne la parole, Patrice Bessac, mais peut-être sur sa nature, Emmanuel Macron, il assume ce qu'il est et la manière dont il dit les choses. Nous sommes le 15 janvier, premier grand débat avec les maires, grand bourre-troule dans l'heure. Il est interrogé sur ces petites phrases, ça vient très vite, et la réponse est assez claire. Parfois, on fait des caricatures en pensant que ce qu'on dit à un moment à quelqu'un de bonne foi, c'est vrai partout et ce serait un message dit à tous les Français. Que voulez-vous ? On est au temps du numérique, de l'information en continu. C'est tout. Je suis comme ça.
et je ne changerai pas. Patrice Bessac, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir? Moi, je suis maire, hein, comme monsieur. Et j'ai su une chose une fois que je suis devenu maire, c'est qu'il y avait des choses qui m'étaient permises avant et qui ne m'étaient plus permises après. Ça, il n'a pas compris, Emmanuel Macron. Que les gens avaient besoin de se reconnaître dans des fonctions qui sont des fonctions où il faut aller un peu au-delà de soi-même. Et c'est pour ça que moi, je pense, comme vous, Madame la députée, que la situation est un peu dangereuse. Que le rapport des Français aux institutions démocratiques est faiblissant pour une partie des Français. Et donc, du coup, si j'avais un conseil à vous donner, vous qui avez l'oreille du président, je lui dirais, bon, que tu sois toi-même d'accord, mais quand même, sois le président que les Français attendent, qui est nécessairement, dans un moment comme ça, quelqu'un qui prend un peu de recul, qui prend le temps de l'écoute et de la vraie écoute, et qui peut-être essaie de moins choquer, moins heurter, moins... Parce que les partenaires sociaux, parlons du fond, quand on regarde ce qui est proposé, moi je comprends que les syndicats, à un moment donné, se disent, dans un contexte comme ça, enlever moins d'indemnités, avoir moins pour les chômeurs, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a quand même des gens qui vivent très mal. Au fond du débat qui est posé avec le tweet du patron du MEDEF. Pas d'accord, Emmanuel Macron. Le gouvernement n'a pas donné la main aux partenaires sociaux. Il leur a dit de négocier en indiquant publiquement les résultats de la négociation à l'avance, y compris pendant la négociation. Jean-Marie Vélin, est-ce que finalement le président a piégé les partenaires sociaux en leur demandant de tenir et de porter une réforme infaisable pour eux? Moi, je ne sais pas s'il a cherché à les piéger. Je ne veux pas lui faire de mauvais procès ou de procès d'intention. Ce qui est certain, c'est qu'à l'arrivée, lorsque l'on s'assoit autour d'une table, normalement, on arrive chacun avec des propositions, avec des négociations. On est partenaires. Quand on parle de grand débat, un grand débat, c'est surtout échanger avec les personnes. Et là, en l'occurrence, quand on arrive avec un dossier qui est quasi bouclé, en tout cas, c'est la forme que les syndicats et que tous les partenaires sociaux, patronat et syndicats d'ailleurs. Ce qui est curieux, c'est qu'ils se retrouvent sur ce constat. Pour le coup, ils sont d'accord sur le fait qu'ils n'ont pas envie d'être pointés du doigt. On a rarement raison contre tout le monde. Moi, je veux bien que parfois, les minorités peuvent avoir des idées de génie qui pourraient faire avancer les choses. Mais là, en l'occurrence, c'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant qu'on leur arrive comme ça. On pourrait aussi retourner un peu le point de vue. C'est-à-dire que ça fait des semaines que les partenaires sociaux discutent, que la France a besoin d'avancer, et que rien ne sort de ces semaines de discussion, et qu'on acte, et que quand mercredi ils sont sortis de la réunion, on n'a pas entendu la CGT par exemple s'en prendre au gouvernement, mais s'en prendre au MEDEF en disant ils n'ont rien lâché sur les contrats. Mais peut-être que le président de la République aurait dû d'abord apaiser les choses, plutôt que d'envenimer d'un seul coup en sortant cette phrase qui, non, n'est pas sortie de son contexte, parce qu'elle est longue, hein, on entend bien qu'il a bien réfléchi au fond et à la forme de ce qu'il disait, et plutôt que de taper encore une fois et de sortir quelque chose qui faisait violence, c'était justement de l'apaisement. C'est là son apaisement et sa capacité justement de réunir à nouveau les partenaires pour qu'ils trouvent une solution, c'est ça qu'on attend de lui. Oui. Nadia, est-ce que finalement le président, ça ne l'arrange pas, cet échec des négociations sur l'assurance chômage, pour trouver une raison pour reprendre la main et puis appliquer son cap? Mais à chaque échec d'une négociation, ça n'arrange jamais personne, et encore moins le président de la République. La volonté du président de la République, c'est de répondre, encore une fois, à une problématique des Français et trouver une solution pour notre pays. C'est pas du tout d'aller à l'encontre des syndicats ou alors alimenter une quelconque polémique sur ce sujet. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est des concertations, des négociations qui sont lancées depuis des mois sur l'assurance chômage. Et on arrive à un point, il faut prendre des décisions, et les syndicats n'apportent pas. Est-ce que la réforme n'était pas trop ambitieuse sur le fond, justement? Eh bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut de l'ambition pour notre pays. Il faut de l'ambition pour notre pays, il faut mener des réformes qui sont structurelles, parce que l'ambiance d'aujourd'hui, le climat social que nous connaissons, a montré que clairement, le pays avait besoin de réformes structurelles et de modifications en profondeur. Donc, et là, j'invite, et on invite vraiment encore une fois, tous les syndicats, tous les partenaires, tous les corps intermédiaires à se rediriger vers les tables de négociation et de concertation pour qu'on puisse sortir de cette situation de blocage. Laurent, ça y est, je me souviens d'un certain Nicolas Sarkozy qui avait dit quand il était président de la République, aujourd'hui quand il y a des grèves en France, plus personne ne s'en rend compte. Sous-entendu, moi j'ai fait taire aussi un peu les syndicats. C'est la même stratégie de la part d'Emmanuel Macron, se passer des syndicats. Il avait mis en place le service minimum, donc c'était lié, et c'est une bonne chose, il me semble, pour
de permettre aux gens de pouvoir Mais aller c'était une travailler, manière de répéter les contourner grèves. un peu les syndicats, D'accord, d'atténuer mais leur influence, En vous tout le cas, savez. si vous voulez, je pense que la situation aujourd'hui de la France n'a rien à voir avec la situation dans laquelle on l'a laissée en 2012. Pardon de vous dire que demain, ce sera le 15e samedi de mobilisation, Oui. qu'encore des centaines de commerçants ne pourront pas travailler, sans compter tous ceux qui ont déjà mis la clé sous la porte, Nous allons en parler. et le chômage technique. Donc je pense que la situation actuelle ne permet pas au président de la République d'avoir ce type de phrases et de comportements. Comme on l'a dit, il a déjà donné le résultat de la négociation avant. Les responsables du syndicat le disent, c'est connu, donc on ne peut pas nier ce fait. Mais le problème de fond, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme de dialogue ni un homme de consensus. Et c'est là tout le problème. Il est détenteur seul du pouvoir et il ne partage pas ce pouvoir. Donc il fait des simulacres de jeux démocratiques ou de consultation, mais au final, il aime décider seul. Et c'est tout ce qu'il importe. Au début de l'augmentation de la taxe sur les carburants, j'ai débattu avec plein de vos collègues qui m'expliquaient que, ah non, il fallait maintenir cette augmentation de la taxe pour les carburants, c'était formidable pour l'écologie. Et il a fait sa forte tête jusqu'à devoir plier face à, effectivement, une situation qui a été dramatique en France. Mais si, dès le départ, il avait écouté les autres partis politiques, le Parlement, c'est ça qu'il ne sait pas faire. Et on l'a vu encore hier, je finirai juste là-dessus, lorsqu'il remet en cause le Sénat par rapport à la commission Dans d'enquête, l'affaire Benalla. c'est aussi nier le Oui. Parlement et les corps intermédiaires. Et ça, c'est très grave, parce il faut qu'il comprenne qu'un président de la République n'a pas tout pouvoir et qu'il faut Sur faire l'assurance avec son chômage, entourage. et notamment sur la question des contrats courts, qui était quand même la bête noire du MEDEF, par exemple. Du côté des syndicats et de la gauche, on retient que l'équation était financièrement impossible à tenir, à l'image du communiste Olivier d'Artigol. Il y a eu une lettre de cadrage de l'exécutif au début de la renégociation qui a demandé 3 à 3,9 milliards d'économies sur la future convention. Ce qui veut donc dire une réduction des droits des chômeurs indemnisés. La solution était quasiment introuvable, ce qui permet aujourd'hui au gouvernement de reprendre la main. Solution introuvable. Et alors là, vous voyez, je veux faire nom de la tête, Nadia, mais c'est partagé. C'est-à-dire le MEDEF ne voulait pas lâcher sur les contrats courts et finalement le syndicat ne voulait pas lâcher sur la dimension financière et le sacrifice que ça aurait pu nécessiter pour les demandeurs d'emploi. Enfin, il y a un problème de fond. On sait qu'il y a à peu près 20% de la population salariée française qui est soit en situation de chômage, soit en situation de sous-emploi. Une économie de 3,9 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros, si j'ai bien compris, sur le régime des intermittents, ça veut dire concrètement quelque chose, c'est que beaucoup moins de gens toucheront beaucoup moins pendant beaucoup moins de temps, c'est-à-dire une baisse des droits. Est-ce qu'on peut sérieusement, dans ce moment où le pays vit une crise sociale et politique sans précédent, dire aux syndicats de salariés, je vous en prie, signez votre arrêt de mort et signez la baisse des droits pour les salariés. C'est vrai que ça va paraître difficile à faire passer comme mesure maintenant, Nadia. Vous peignez vraiment une image extrêmement... 1 milliard intermittent, 3,5 milliards de l'assurance chômage. Alors, tout va bien, restons comme on est, ne changeons surtout rien. Ah non, c'est pas ça que je dis, tout ne va pas bien. Mais alors, ah non, c'est pas ça que je dis. Il faut replacer les choses dans une stratégie caricatural. globale, dans une politique publique globale. On n'est pas là juste à prendre l'assurance chômage sans mettre aucun dispositif à côté. Aujourd'hui, on peut regarder le taux de chômage qui a augmenté, qui a diminué, qui est passé sous la barre des 9%. C'est pas arrivé depuis combien de temps, ça? C'est pas arrivé depuis des années. Quand vous avez aujourd'hui des offres d'emploi, et c'est le cas dans ma circonscription, un taux de chômage qui explose, mais des emplois qui sont pas pourvus, est-ce que c'est normal? Restons comme ça, surtout ne changeons rien. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des économies à faire aussi sur l'assurance chômage, et pour ça, ça demande une réforme structurelle, de changer. Maintenant, et donc je la pose mauvaise une volonté question. des Dans uns votre et la mauvaise circonscription, volonté des autres, très franchement, il faut passer outre aujourd'hui. J'ai une question toute simple. Dans votre circonscription, est-ce que vous êtes prêt à aller devant les gens qui vous ont élus et à expliquer que vous allez baisser le droit à indemnisation de l'assurance chômage? Je ne leur expliquerai pas ça comme ça. Ben non. C'est ça qui va se passer? Parce que là, encore une fois, c'est un raccourci extrêmement simple que vous faites en déformant un petit peu ce qui se passe. C'est la proposition de l'exécutif. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est on redémarre cette machine de l'emploi. On met le paquet sur la formation professionnelle. Donc, on va vous aider à intégrer des métiers qui recrutent. Et à côté de ça, effectivement, l'assurance chômage doit être revue parce qu'on ne peut pas continuer
sur un système comme celui-là. Voilà ce que je leur Parce que vous expliquerai. estimez que ça incite à un retour à l'emploi. C'est aussi Mais oui, l'argument qui est employé. évidemment, ce qui n'est pas toujours prouvé. Mais à côté de ça, il faut encore une fois replacer toutes les choses dans ce qu'on fait, dans le contexte dans lequel il est fait. On met 15 milliards d'euros sur la formation professionnelle, dont 2 milliards d'euros qui vont aller dans des villes comme Montreuil ou comme Trappes chez moi. Donc c'est énorme, ça n'a jamais été fait. Ce sont des efforts inédits. Donc arrêtons avec de reprendre les choses vraiment à la marge ou d'une mesure complètement décalée de ce qui s'est fait dans l'ensemble. L'indemnisation des personnes. Et allons au bout des choses. L'indemnisation des personnes n'est pas un problème à la marge. Je suis désolé, je partage d'ailleurs certaines remarques sur la formation professionnelle, mais je pense que quand on veut aller réellement, comme c'est le cas aujourd'hui de l'exécutif, vers une baisse du niveau d'indemnisation des chômeurs, il faut le dire clairement et annoncer la couleur et ne pas reporter la faute sur les partenaires sociaux, sinon c'est de l'hypocrisie. Revenir sur le fond de l'assurance chômage. Avançons dans ce débat. Le débat n'est pas clos. Sur Oui, Au-delà de la phrase sur les syndicats, Emmanuel Macron a signé quelques punchlines dans un livre sorti aujourd'hui, Le peuple et le président. Il est question des gilets jaunes, évidemment, et de l'explosion de la crise que traverse le pays et de la réponse que peut trouver le chef de l'État qui s'est confié au co-auteur de l'enquête, Cyril Graziani. On peut penser que Emmanuel Macron, s'il est élu en 2017, c'est aussi du fait de cette crise. Il est une conséquence aussi de ce qui va arriver après. Mais ça, il ne l'analyse pas suffisamment au cours de son quinquennat. C'est surtout un oubli de la part de ces catégories, de ces gens, qui, il le dit, qui ont été laissés sur le bas-côté de la route pendant des années et qui, à un instant T, ont cru en lui. Et c'est un oubli de ces gens qui ont cru en lui et qui ont été déçus, en fait. C'est aussi ça, cette crise des Gilets jaunes, finalement. Alors, les paroles de ce monsieur, c'est remettre en cause tout l'engagement politique des femmes et des hommes aujourd'hui qui constituent la majorité présidentielle. Si aujourd'hui nous sommes engagés en politique, nous sommes tous issus beaucoup issus de la société civile au sein de la majorité. C'est justement parce qu'on est arrivé dans une situation de blocage, parce que la direction qui a été donnée à notre pays depuis des décennies ne nous convenait pas, et nous en avons nous-mêmes souffert dans nos territoires sur l'accroissement des inégalités, que nous nous sommes engagés en politique. Emmanuel Macron, là aussi, c'est quelqu'un qui vient de la société civile. Donc, alors après qu'on ait peut-être effectivement sous-estimé l'envergure de la crise sociale qui a vu le jour en novembre dernier, peut-être, mais de là à remettre notre engagement politique et la volonté de vouloir changer les choses fondamentalement, là, ça me pose un réel problème. Le président de la société civile, il vient aussi du précédent gouvernement. On rappelle qu'il était oui, ministre mais il n'a pas fait de politique toute sa vie, contrairement à bon nombre de personnes, notamment... Notamment qui, madame? Moi, je suis d'accord. Notamment votre président de parti ou comme bon nombre de personnes. Vous rappelez quand même qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous le précédent quinquennat. Donc il a mené la politique économique du pays au cours du précédent quinquennat. Vous ne pouvez pas le nier. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Oui. Donc ne faites il pas n'était pas président de la République, que je sache. Il n'était pas non plus président de parti. Il assume aussi. Bon, après, on peut... Regardons ce qu'il confie dans ce livre. Beaucoup de gens avaient honte de leur vie, de ne pas... parvenir à s'en sortir, confie-t-il donc aux auteurs de ce livre. C'est nous qui devons avoir honte, c'est un gigantesque échec collectif. J'en prends ma part. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il parle cash, on en a parlé, mais aussi contre lui-même. Il sait faire preuve d'humilité, et il l'a encore montré dans cette phrase-là, comme il le montre très régulièrement. L'humilité n'a pas l'air de convaincre les autres. Ça, c'est évident. Mais attendez, de toujours critiquer. Arrêtez de parler d'opposants politiques. Arrêtez de dire opposants politiques. C'est assez fatigant. En même temps, c'est la vérité. Mais excusez-nous d'exister. Je peux dire qu'on est amis. Moi, ça me va bien. Je sais que vous n'êtes pas pour le débat, mais sachez. Si, alors là, c'est détrompé. Écoutez la preuve. Mais sachez qu'on existe. Pardon, on a un groupe de 103 députés à l'Assemblée nationale. On est majoritaire au Sénat. Excusez-nous, on a le plus grand nombre d'élus locaux. Excusez-nous d'exister. Il faut faire avec nous, madame, même si vous nous qualifiez de. Mais allez-y, vous avez la parole, Laurent Sailly. Vous voyez, sur ce plateau. Allez-y. Mais après, Emmanuel Macron, moi je l'aime bien. Jean-Marie Villain n'a pas eu non plus trop la parole. Emmanuel Macron. Heureusement qu'il en prend sa part de responsabilité, parce que ça fait maintenant 20 mois qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République avec
avec une majorité et qu'ils ont mis des choses en place, et notamment une augmentation de la fiscalité de 4,5 milliards la première année, avec une baisse du pouvoir d'achat, ce qui a mené les gens dans la rue. Complètement faux. Avec, excusez-moi, mais vous regarderez les chiffres de l'INSEE. Oui. Donc avec, pour cela, une mesure phare qui a été l'augmentation de la taxe sur les carburants, totalement injuste, qui a mis les gens dans la rue. Heureusement qu'il prend sa part de responsabilité. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'il oublie ce qui a été le détonateur, parce que s'il revient, et comme on l'a entendu, l'irresponsabilité de certains ministres, notamment Mme Poirson, qui dit qu'on va à nouveau remettre en place la taxe, l'augmentation de la taxe sur les carburants. Refermé. Sauf qu'elle le dit, elle est quand même ministre, pardon. Oui. Quand on est ministre, on engage le gouvernement. Donc de dire ça pour encore ajouter de la tension dans le pays, c'est irresponsable. Jean-Marie Vallin, est-ce que c'est une manière de se défausser un petit peu, de dire c'est un échec collectif, il n'y a pas uniquement que moi, il n'y a pas uniquement moi. Non, mais ça, c'est la réalité de la situation de la France. Elle est pas, on ne peut pas l'attribuer à la seule personne de M. Macron. C'est un président de la République, autant il n'a pas tout fait quand même. Oui, tout le monde s'accorde. Tout fait, ni en mal, ni en bien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier, je ne peux qu'insister sur le sujet, il a quand même été ministre de François Hollande quand même pendant plusieurs mois. Il a porté le gouvernement, enfin en tout cas il a suivi tout ce gouvernement pendant quand même plusieurs mois. C'est difficile pour lui maintenant, alors que la situation à la fin du mandat de François Hollande était quand même était vraiment catastrophique, de ne pas prendre largement. C'est le minimum qu'il puisse faire, de prendre sa part de responsabilité, a fortiori, puisqu'il est maintenant, il a quand même eu la possibilité en tant que président de la République de porter ces réformes telles qu'il voulait les porter. À l'arrivée, on se rend compte quand même que la première des réformes, enfin tout ce qu'il a voulu faire tombe à plat, et on se rend compte qu'avec les gilets jaunes dans la rue, maintenant, il revient en arrière sur tout ce qu'il a voulu faire. C'est quand même une façon de faire. Revient en arrière, vous trouvez, les dépenses. Non, pas tout ce qu'il a voulu faire. Sur par exemple, on sent que ça résiste. En attendant, l'argent qu'il a débloqué, suite justement uniquement sur la pression. C'est pas revenir en arrière, qu'on soit bien d'accord. En attendant, non, c'est pas revenir en arrière sur la taxe, il n'est pas revenu en arrière. Sur la CSG des retraités, vous êtes revenu un petit peu en arrière. C'est le minimum. Un effet correctif, on a quand même des effets correctifs. Est-ce qu'on a... C'est vrai que sur la taxe sur le carburant... Moi, je vous félicite, parce que au contraire, Patrice, si vous aviez fait ça... Pas tous en même temps. Pas tous en même temps, sinon on ne va pas y arriver et on ne vous entend pas. Patrice Bessac. Moi, je pense qu'il ne peut pas avoir effectivement toutes les responsabilités. On est dans un contexte européen et mondial où depuis maintenant très longtemps, les démocraties ont de la peine à reprendre le pouvoir, de mon point de vue, sur le système financier et sur le système économique. Et la crise actuelle est aussi le résultat de cela. À mon avis, se surajoute à cela une institution présidentielle aujourd'hui qui isole le président de la République actuel, et c'est un des problèmes, je trouve, que cette absence de liaison un peu vivante avec le terrain, les institutions... Qui le met trop en première ligne. Regardez encore cette phrase. Regardez, Patrice Bessac, cette phrase dans le livre. Ils me tueront peut-être d'une balle, c'est le président de la République qui parle, mais jamais d'autre chose. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne lâchera pas et qu'il faudra compter sur lui jusqu'au bout, contrairement à ce que pensent certains. Mais comme s'il fallait soudainement incarner, comme il le fait, pleinement avec une formule qu'on peut quand même un peu contester parce qu'elle est violente et par les temps qui courent, c'est peut-être pas. Je pense que c'est une de ces grandes erreurs du moment que de considérer que lui est le début et la fin de tout. Oui. On ne peut pas diriger un pays avec une seule personne. Il y a forcément la nécessité d'avoir des racines profondes dans le pays, et il est en train de nous planter tous pour cela. Et enfin, un dernier mot. Franchement, en début de mandat, les 5 € de suppression de l'APL et derrière l'ISF, ça c'est lui, et on aurait pu s'en passer. Nadia, est-ce que c'est une bonne chose de porter le débat à travers cette phrase sur un registre presque physique, Et on se souvient que dans les manifestations, il y a des pancartes très violentes justement à l'encontre du chef de l'État. Mais là, moi, on assiste vraiment à un débat surréaliste. Il exprime une situation, une idée, un courage par ce fameux livre. Non, mais là aussi, alors est-ce qu'on va s'attarder sur les petites phrases? Est-ce qu'on va ressortir une phrase en disant il n'aurait peut-être pas dû utiliser cette phrase, il n'aurait peut-être pas utilisé le mot balle? Mais il faut arrêter. La réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui est menacé. Aujourd'hui, les parlementaires sont menacés, les ministres sont menacés par une certaine partie de la population. Oui, justement, j'en reviens à ma question de départ. Est-ce que dans ce contexte qui est déjà extrêmement violent, est-ce qu'il ne faut pas faire plus attention aux mots que l'on emploie? Faut quand même refaire les phrases.
des Gaulois réfractaires au changement. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux. Je ne céderai rien aux feignants et aux cyniques. Certains, Alors, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes pour avoir un costard, travailler. Mais bien sûr, parce c'est que ça l'accumulation. Bien évidemment, parce que c'est la vraie problématique des Français. C'est la vraie problématique des Français qui se lèvent tous les matins parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts dès le 10 du mois. C'est ces phrases-là qui vont résoudre ou qui vont pas résoudre. Il faut arrêter maintenant. Arrêtons d'être. Non mais attendez, excusez-moi. Mais là, arrêtons d'être toujours focalisés sur des petites phrases, des choses comme ça. Parlons des vrais problèmes. Mais elle parle aussi des vrais problèmes. Parlons des vraies réformes que nous mettons. Mais je pense que derrière les petites phrases, les petites phrases, je les entends pas dans ma circonscription. La réalité, c'est que les Français, quand je vais les voir dans ma circonscription, ils ne me parlent pas des petites phrases du président de la République. Ils me disent qu'est-ce que vous faites pour mon fils qui ne trouve pas de stage, qu'est-ce que vous faites pour les contrats en alternance, qu'est-ce que vous faites pour apporter un peu de culture dans les écoles. Voilà ce qu'ils me disent. Qu'est-ce que vous faites pour la sécurité? Ils ne me parlent pas des phrases du président de la République. Elles ne trouvent résonance aujourd'hui que dans les partis, pas d'opposition, mais des partis politiques. Permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous dire que ce que vous dites est un petit peu faux. Parce que sur les ronds-points, et ce n'est pas nous, médias, qui sommes sur les ronds-points, on entend la phrase « venez me chercher ». Je vous dis pas tous les Français n'en parlent pas. On entend la phrase du pognon dingue. Je vous dis la majorité des Français, la majorité. Oui, en tout cas, le territoire dans lequel je suis élue, où je suis assez régulièrement. Sur ce territoire. On est d'accord qu'il y a une colère sociale. Je ne dis pas tous les qui Français, s'exprime. je dis la majorité des Français. C'est ce qui nous mène justement à la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, une habitude à la veille du 15e week-end d'action, une éternité pour certains. Le ras-le-bol, aujourd'hui sur LCI, il s'exprime aussi à travers la colère des maires. Écoutez le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Le problème dure maintenant depuis plus de 3 mois. Pour certains commerces, c'est véritablement devenu extrêmement dangereux. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc l'État, au début de la crise, a mis en place un système de report pour le paiement des échéances fiscales, des charges sociales. Simplement, à l'époque, on pensait que tout ça allait s'arrêter au lendemain des vacances de Noël. Il n'en a rien été, comme on le sait, malheureusement. L'État doit faire jouer la solidarité nationale et doit au moins nous aider à faire face à cette dépense pour le moins imprévue. Voilà, Jean-Luc Moudenc qui en appelle aux aides de l'État. Patrice Bessa, qu'est-ce que ça a trop duré? On est dans une situation qui est dure, qui nous divise et qui est en train de diviser le pays. Et moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais je trouve à titre personnel qu'il faut maintenant qu'émergent des revendications, qu'il faut que la liaison se fasse avec les syndicats et l'ensemble des corps constitués de manière à pouvoir maintenant passer à une phase de proposition. Ce n'est pas l'esprit justement du grand débat? Comment? Ce n'est pas justement l'esprit du grand débat? C'est pas ce qu'il y a dans les manifestations. En tout cas, c'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans le grand débat ou dans les rues? Ni dans le grand débat, ni totalement dans les rues aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que s'affirment des propositions alternatives, c'est-à-dire qu'on sorte de la situation de dialogue de sourds pour arriver au fait que manifestants, syndicats constitués arrivent à présenter au gouvernement une plateforme de revendication. Jean-Marie Villain, vous qui êtes maire, justement, et après Laurent Saillet. Alors, Viry-Châtillon est une ville qui n'a pas connu ces débordements, mais enfin, on le voit chaque samedi maintenant que ces débordements sont toujours plus violents. Ce qui est certain, c'est qu'on a bien compris que c'est une minorité violente qui a pris le pas sur des manifestants qui étaient pacifistes et qui avaient de vraies revendications, et que c'est plus que ces minorités violentes que l'on voit à la télévision. Ce qui signifie quand même que le problème, et en tout cas le fond du problème, n'a pas toujours été encore géré de la meilleure des manières. Il y a une réelle problématique à trouver des solutions pour qu'on arrête justement d'avoir ces minorités violentes qui continuent d'attaquer, d'agresser les policiers qui font leur boulot. Laurent Saillet. Mais le président de la République a la responsabilité de faire régner l'ordre dans le pays, ainsi que le ministre de l'Intérieur, l'ordre, la sécurité et la liberté pour les uns et les autres d'aller et venir. Et il se trouve que là, demain, pour le 15e samedi, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que demain, la sécurité ne sera pas totalement assurée, puisqu'on le voit, il y a encore beaucoup d'agressions sur les forces de police auxquelles nous apportons notre soutien, sur les pompiers. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les interdire, ces manifestations, Laurent Saillet? Il y a des manifestations qui sont autorisées, d'autres interdites. Lorsqu'on les autorise, on doit s'assurer qu'elles doivent se faire sur un trajet qui ne gêne en rien
les Français, parce que ça fait quand même 15... Et les commerçants, parce qu'il faut le dire. Autant ce grand débat donne un souffle à Emmanuel Macron, où il a un peu de répit. Mais le souffle, il n'est pas pour tous ces Français qui sont au chômage technique, je le répète, qui doivent fermer leurs boutiques. Tout le secteur du tourisme, parler avec des taxis ou tous les gens qui sont dans des grandes villes où le tourisme... Beaucoup de commerçants en souffrent. Beaucoup de commerçants. Et tout ceci a des répercussions très importantes et sur des gens qui sont fragiles aussi. Parce que tous ces contrats du week-end, ces jeunes qui travaillent que le samedi et qui n'ont plus de job, parce qu'aujourd'hui, on n'assure pas en France la capacité aux gens de travailler et de se déplacer, c'est une faute. Mais vous pourriez dire, Laurent Saillet, ils ont une obligation de résultat. Vous pourriez dire aux Gilets jaunes, rentrez maintenant chez vous et arrêtez de vous mobiliser. Vous leur on n'a dites ça, pas à dire aux gens ou pas. Il y a des lois, il y a des règles. Vous pourriez le dire. Mais non, mais vous croyez depuis le départ que les Gilets jaunes écoutent les partis politiques? Mais franchement. Non. Mais évidemment, c'est de ne pas connaître ou comprendre le mouvement des Gilets jaunes. Et merci de faire la différence quand même entre les Gilets jaunes du départ, vous l'avez vous-même notifié tout à l'heure, qui était une masse de la population qui est manifestée pour simplement vivre de leur travail et contre cette augmentation de la taxe sur les carburants et contre la diminution du pouvoir d'achat et contre l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et c'est faux. Et non la désocialisation des retraites. Parce que les retraités, au départ, étaient sur les ronds-points. Et n'oublions pas aujourd'hui que ce sont les grandes victimes de la politique économique d'Emmanuel Macron. Maintenant, ils sont plus dans le débat et tant mieux. Et j'espère... si vous me dites que les retraités n'ont pas perdu d'argent, madame, alors c'est quand même le scoop. Laurent Saillet, qu'est-ce qu'on fait justement? Vous associez les choses. Il y a deux volets. Il y a le volet sécuritaire. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur se doit d'assurer la sécurité des Français. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de Français qui ne sortent plus le samedi parce qu'ils ont peur. Regardez à Toulouse. Et des commerçants qui ferment. Il y a un dispositif policier considérable tous les week-ends. Mais comprenez que ça ne suffit pas. Donc à partir du moment où on considère qu'une manifestation peut être violente, oui, elle doit être interdite si on considère qu'elle est violente. Et les manifestations doivent être organisées pour ne pas gêner, et ça se voit dans certaines villes où on y arrive, le travail des commerçants. J'ai en mémoire les images de samedi dernier. Il y avait un parcours à Paris qui était bien défini. Et on a vu après, sur l'esplanade des Invalides, qu'il y avait des casseurs qui voulaient... Madame, depuis novembre, nous avons au Sénat proposé une loi anti-casseurs qui a été rejetée par En Marche. C'est complètement faux. Ah bon? Alors mettez à jour vos fiches. La loi anti-casseurs a été votée. Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Notez, s'il vous plaît, pour non, mais attendez, vous avez dit qu'elle a été rejetée par la République En Marche. Vous avez dit elle a été rejetée par la République En Marche. En novembre, au Sénat, bien sûr, madame. Elle a d'abord été proposée par les Républicains au Sénat. La loi a été votée, justement, avec apporter des améliorations sur le droit de manifester. Parce que il faut que je finisse ma démonstration, parce que là, non. Non, je vais juste sur la loi anti-casseurs. En novembre, madame, au Sénat, nous avons proposé une loi anti-casseurs. Privative de liberté de manifester. S'il vous plaît. Comme la loi qui a été votée, d'ailleurs. Attendez, laissez-moi finir, c'est important parce que là on est en train de raconter n'importe quoi. On remonte à avant la crise des Gilets jaunes, je tiens à le préciser. Voilà. Au début. Moi je suis perdu là. Au Sénat, les sénateurs En Marche ont voté contre la loi anti-casseurs. Ne me dites pas que je mens. Qui était à l'origine une proposition des Républicains qui ensuite est revenue au bout du jour. On a perdu 3 mois. Il y a plein de casseurs qui sont connus. Ce sont des Black Blocs, les mêmes que vous avez, on a bien compris que vous avez cédé à Notre-Dame-des-Landes. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement n'en fait pas assez. Déjà. Alors, moi, je veux juste avoir tous ces conseils de sécurité face à une personne qui représente un gouvernement qui a détruit 13 000 postes au sein de la police et la gendarmerie. C'est quand même fort de 10 ans, madame. Là, ce que je veux vous... Non, mais vraiment. Mais attendez, la désorganisation, je peux vous en parler des services de sécurité. Vous avez bien foutu le bazar. Donc maintenant, le gouvernement Hollande, on lui reprochait des choses. Ils ont fait ce qu'il fallait pour renforcer. C'est vous qui êtes en responsabilité. Nous l'avons fait. Non, là c'est vous qui êtes en responsabilité. La preuve, c'est qu'ils sont toujours dans la rue, ces casseurs. Alors, s'il vous plaît, comment fait-on pour assurer la sécurité demain ? Alors, nous prenons nos responsabilités. Nous avons augmenté le budget du ministre de l'Intérieur sur les 2 années où nous étions en responsabilité pour voter le budget. Les 2 années, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont augmenté avec un renforcement. Il y a beaucoup de violence. Ça se traduit par un renforcement des effectifs de police. Donc ça, c'est d'une. De 2, nous avons voté la loi anti-casseurs qui vient corriger toutefois la privation des libertés, de la liberté de manifester. Parce que ça, c'est ce qu'a apporté votre proposition de loi. Mais la loi qui vise les casseurs,
elle a été adoptée. On va pas refaire la loi pour anti-casseurs, mais préciser. Nadia, Ensuite, sur les vous dites déferlements ça de violence. suffit ou pas là, Mais même le évidemment, week-end. mais bien sûr Moi, qu'on j'ai dit des ça suffit. propositions, Et en vous fait, savez ce que je regrette, pour c'est sortir que de la bon crise. nombre de responsables politiques, ou devrais-je dire d'irresponsables politiques, n'ont parlez pas de dit qui stop. N'ont pas dit stop. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parle de Jean-Marie Le Pen, je parle de Laurent Wauquiez, Ah bon je parle d'autres. Ils n'ont pas dit stop dès le départ, dès que la casse a commencé. Jean-Marie Villain. Mais concrètement, demain, Mentez, madame. que compte faire mais c'est ça ce que attendent les commerçants. Ils attendent quoi? Les commerçants, ils Jean-Marie attendent Villain, allez-y. de pouvoir travailler. Les habitants attendent de pouvoir sortir leurs enfants, aller au parc, aller s'amuser et profiter des journées. Demain, qu'est-ce qui va être prévu par M. Castaner et par M. Macron, par le président de la République, pour que les commerçants puissent travailler, pour que les habitants puissent vivre? Dites-nous concrètement, demain, c'est à Et on quelques heures. imagine qu'il y a des ce qu'il y réflexions aura. sur les Alors, tracés quelles qui sont ont été vos demandés. propositions, Ah, monsieur non, mais Villain? attendez, vous êtes en responsabilité. Non, mais Vous êtes en attendez. Je crois responsabilité. que Patrice attendez. Bessac a des propositions. Moi, j'ai Alors, des, allez-y, j'ai des monsieur Bessac, propositions. que monsieur Villain. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution à la crise que politique. Oui. Je fais 3 propositions. 1, répondre au problème du pouvoir d'achat qui est dans le mouvement. Immédiatement, vous voulez dire. Ouvrir, par exemple, en faisant un Grenelle du pouvoir d'achat, comme ça a été proposé par les syndicats, et en mettant sur la table des propositions concrètes. Deuxièmement, fiscalité. Revenir sur la lettre de cadrage qu'a faite le président de la République du grand débat, disant il ne faut pas toucher à la fiscalité, et répondre au sentiment d'injustice fiscale, notamment avec l'impôt sur la fortune. Troisièmement, démocratie. Mettre sur la table une proposition qui n'est pas, à mon avis, qui n'a pas à être collée à telle ou telle proposition qui circule actuellement, pour permettre que les gens puissent être consultés quand ils le souhaitent. C'est marrant parce que j'ai Certains ont l'impression que c'est parlé du exactement l'objet du grand débat. en Mais fait. exactement, mais J'ai l'impression que c'est On exactement nous a l'objet du grand interdit, débat. on nous a interdit de J'ai- parler de fiscalité. C'est pas vrai. On nous a interdit Non, il y de a parler une de thématique fiscalité, On monsieur a dit Bessac. par avance qu'on n'y toucherait pas. Non. Deuxièmement, sur les salaires, il y a une proposition nette disant nous proposons un Grenelle du pouvoir d'achat et Nadia, des salaires, vous et on a répondez. répondu Oui, non. oui, oui. Et troisièmement, sur le RIC ou le référendum de participation citoyenne, pour le moment, tous les signes qui ont été donnés par l'exécutif sont ceux d'une fermeture à tout processus de démocratie Nadia, participative. La réponse à Patrice Bessac. Toutes les propositions que vous avez faites, que vous avez énoncées, et on peut les retrouver dans le grand débat. C'est exactement l'objet du grand débat. C'est d'ouvrir toutes ces questions-là. Alors, c'est et en quand vous dites que contradiction avec la lettre fiscalité du président et de la République, dépense, hein. quand vous- alors justement, là aussi, je vais vous contredire, monsieur Bessac. Quand vous dites que la fiscalité et la dépense et les dépenses ne sont pas ouverts en discussion, mais bien évidemment que si. C'est toute une thématique. Il y a 4 thématiques. Il y a la fiscalité, il y a la démocratie et la citoyenneté, il y a la transition écologique, et il y a... Mais Nadia, on pourrait vous non, dire ça, c'est sur le papier. Et Mais il- c'est vrai que et il y a ce qu'a dit le d'autres président au propositions. cours des nombreux débats qu'il a fait avec les échanges, ça laisse penser qu'on ne touchera pas à l'ISF, on ne touchera pas au niche Mais fiscal. pourquoi toucher la à l'ISF? Pourquoi toucher immédiatement Ah ben voilà, à oui, l'ISF? donc on y Non, mais est, excusez-moi, on peut excusez-moi. discuter de Non, non, tout, attendez, mais il y a attendez. sur des sujets, on ne reviendra pas. Et c'est Allez-y, les Nadia, sujets les ça plus va Non, être non, je vais importants. répondre là parce que je vous vois bondir de votre chaise. Mais non, parce que vous charriez, Mais vous pourquoi charriez. Alors attendez, monsieur Bessac. Vous Pourquoi charriez, parce que vous dites pas la allez, vérité là. Pourquoi supprimer l'ISF sans en avoir évalué la politique? Oui, alors ça, c'est oui, Mais c'est- ça, c'est ce mais qui est- ça, c'est la il faut version qui a été arrêter donnée par le avec gouvernement. Eh ben alors, nous dites pas qu'on tous les peut discuter fantasmes de qui tout. existent autour de l'ISF. Il faut arrêter tout ça. Merci. Il faut voir quelle efficacité cette mesure a eu sur notre économie, et nous nous y attelons. Ah ben, Et on Faites-nous verra ce que confiance. ça- Un et comité on verra d'évaluation ce qui a sort été du grand créé débat et j'y national. siège. Merci Donc, à tous. évaluons cette Elle a une politique. super merci. efficacité, les 0,1% les plus riches Merci. payent moins d'impôts. Merci. Et 8,8% de taux de chômage. Vous êtes vraiment, vous êtes intenable. Le débat, il est là dans LCI Midi comme tous les jours et il aura l'occasion de reprendre très vite. Nous avons rendez-vous avec Au cœur de la course. Est-ce que vous avez déjà vu un canapé aussi grand? Testez un peu le confort, le moelleux. Bon, c'est sûr que c'est mieux sans le casque. Nous savons faire des canapés. On est tellement bien. Vous saurez les aimer. Cure Center, bien plus qu'un canapé. Voici la magnifique ville de Baden-Baden, en Allemagne, où comme partout